Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va avoir une revue un petit peu particulière qui est destinée à tout le monde, mais on va dire un peu plus aux débutants. C'est qu'on va essayer de voir quels sont les éléments de réflexion pour choisir un couteau. Ce qu'on appelle un couteau fixe, un couteau de bushcraft, un couteau de survie. Alors bon, on va voir un petit peu les différences et quelles sont les bonnes questions à se poser. Je fais cette vidéo parce qu'on m'a souvent posé la question, on me la pose régulièrement, et qu'il y a quelques jours j'ai vu une vidéo de Cosmic Scratch, je sais plus, non Vratch. Je vous mets le lien évidemment en dessous qui parlait justement des couteaux pliants et quels étaient les éléments à prendre en compte pour choisir un couteau pliant. Donc on va voir un petit peu, je vous ai sorti un peu tout ça, enfin certaines pièces pour vous montrer un petit peu les différences. Moi généralement sur un camp j'ai mon couteau principal. Alors si vous me suivez vous savez que c'est le Tops Bob qui pour moi remporte ça c'est dur à dire aussi, qui remporte le trophée pour l'instant du meilleur couteau, du plus pratique en tout cas pour mon usage à moi. Donc c'est vraiment celui-là que je vais pas vous le comparer à d'autres. Mais je vais vous montrer un petit peu les éléments qui font que c'est un couteau qui est vraiment très intéressant. Je me suis forcément déjà coupé avec, alors pas avec celui-ci mais avec hop là, celui-là là-bas, le petit Mora, et donc c'est toujours à manipuler avec grande précaution comme vous pouvez le voir, et on va tout de suite voir ensemble quels sont les éléments à prendre en compte. Alors numéro 1, le tarif. Le tarif, ça va être le budget que je vais pouvoir consacrer à mon ou mes couteaux. Donc c'est pas une question de revenus, c'est pas savoir est-ce que je suis blindé et que je peux me payer un manche en ivoire de mammouth avec des incrustations de diamants et de l'acier Damas, c'est pas ça. C'est de me dire est-ce que c'est pertinent d'acheter un couteau qui vaut plus de 100 €, parce que je vais aller 2 fois dans la nature avec, je vais l'utiliser 2 fois. Pour moi, si j'utilise un couteau de ce type qui est aux alentours des 120 €, pour moi il est rentabilisé parce que j'utilise quasiment tous les jours, que ce soit dans le jardin, que ce soit pour aller en camp, etc. C'est un élément que j'utilise absolument tout le temps, donc on va dire qu'il est très vite rentabilisé. En gamme de prix, il y a absolument toutes les gammes de prix sur des couteaux, vous le savez. On connaît bien évidemment les Mora. Les Mora ont un très bon tranchant et ont un très bon rapport qualité-prix. Ce sont des couteaux, on y reviendra un peu tout à l'heure, qui sont de bonne qualité, qui sont utilisés par pas mal de monde. L'avantage avec un couteau qui est pas très onéreux, c'est qu'on n'a pas peur de le casser, on n'a pas peur de l'emporter, et on n'a surtout pas peur de le perdre. Si on met un peu plus d'argent et qu'on a une donnée émotionnelle, parce que c'est par exemple un couteau d'artisan, etc., on va peut-être se dire bah là je risque de pas l'emmener, etc., je vais pas l'utiliser, je vais faire gaffe, etc., donc on va pas forcément prendre du plaisir et on va pas l'utiliser. Ça reste des outils, on est d'accord que ça reste des outils. Moi je suis collectionneur, j'ai quelques pièces dont je me sers même jamais, c'est même quelque part un peu con, mais voilà, donc forcément ça peut être des éléments de ce type. Le Cyma que je vous ai présenté, où ça aussi c'est des très bons rapports de qualité-prix. On a tout ce qui est cool style. Alors là par exemple le Bushman qui est aussi un bon rapport qualité-prix. C'est pas un couteau parfait mais on peut faire quand même pas mal de choses avec. On peut commencer à s'amuser. Donc en gros, si on est malin, si on cherche un petit peu, on peut trouver des couteaux en dessous de 40 €. Qui sont de très bons éléments et qui sont très pertinents et avec lesquels on va pouvoir réellement s'amuser et pouvoir utiliser en forêt. On parlait de la survie. Qu'est-ce que c'est un couteau de survie? Qu'est-ce que c'est un couteau de bushcraft, etc. Alors pour moi un couteau de survie c'est le couteau qu'on aura sous la main quand on en aura besoin. À l'époque un couteau de survie c'était ça. Dans les années 80. Ceux qui ont mon âge se rappellent parfaitement de Rambo. Alors c'est des couteaux qui sont esthétiquement qui sont qui font peur, qui sont très puissants, qui sont extrêmement pratiques pour tout ce qui est éventrage d'êtres humains, de gros animaux comme le grizzly ou l'ours blanc, mais généralement c'est pas ce qu'on va faire avec, et c'est des couteaux qui sont pas si pertinents que ça pour un usage bushcraft. On va pas pouvoir faire de bâtonnage, on va pas pouvoir scier avec ça. Les avantages qu'avaient ces couteaux, c'était, enfin les avantages entre guillemets, c'est une lame creuse où on va pouvoir mettre des éléments de survie, mais ça on peut très bien le mettre dans une autre pochette et le mettre ailleurs, etc. Donc pour moi ça c'est pas vraiment un couteau de survie, c'est un couteau presque un petit peu fantaisie. Ah-tu, il y en a des très bons, les marques Mitor, etc. font des très bons couteaux de ce type. Ça reste quelque chose d'un petit peu particulier pour moi, qui est pas vraiment super pertinent. Ce qu'on appelle un outil de survie, pour moi c'est ça.
Si on parle de survie, alors nous on parle évidemment de survie organisée parce qu'on s'organise, etc. On va faire nos petits camps dans la forêt. Si vous regardez les 2 tiers de la planète, eux sont réellement en mode survie absolument tous les jours. Et ça, vous allez le trouver absolument sur tous les continents. Il y a une raison, c'est que c'est des machettes qui sont généralement peu onéreuses, ça tient bien, c'est assez facile d'entretien, etc. On peut tout faire avec. On peut se préparer du feu, on peut se préparer à manger, on peut se fabriquer un abri, on peut se défendre avec ça. Donc vous verrez que même si elles ont des gueules différentes, vous en trouverez absolument sur tous les continents. Et à mon avis, c'est pas pour rien. Donc ça, c'était au niveau du tarif. Donc posez-vous déjà la question, dans quelle gamme de prix je vais pouvoir enfin qu'est-ce que je vais pouvoir mettre comme argent dedans, combien de fois je vais l'utiliser, etc. Faites-vous un budget et après peut-être que suivant les éléments que je vais vous donner, quand vous serez devant le choix à faire, vous allez peut-être vous dire ok, je mets un tout petit peu plus parce que j'ai vu ça, ou je mets un peu moins parce que ça va suffire largement. Au niveau de l'utilisation, donc là on parle bien de couteaux fixes et non de couteaux pliants. Les couteaux fixes, c'est ça, donc c'est un système qui ne se plie pas. Et généralement c'est ce qu'on appelle des plates semelles. Ça veut dire que l'acier va courir tout le long ici. Donc vous aurez un morceau de fer tranchant en main, en gros, pour faire simple. Il y a certains éléments comme le Mora qui sont pas tout à fait de la même construction, mais on verra ça un peu plus tard. Donc pour quelle utilisation ? Alors évidemment, quand on parle de forêt, etc., ça va être ça. Ça va être récolter du bois en premier lieu. Donc je vais avoir besoin d'un couteau qui sera assez grand, suffisamment grand. On va parler justement de la taille de ce genre de couteau. Si on prend celui-ci, c'est une lame qui fait environ 14 cm. Pour moi, c'est juste. C'est un petit peu le petit défaut que je pourrais trouver à ce couteau. C'est que la lame est un peu courte. Voilà, là on est sur une lame qui commence à faire un peu plus. Alors est-ce que j'ai normalement ici ma petite règle. Voilà, là on est sur environ 14 cm. Je vous disais, je sais plus ce que je vous ai dit tout à l'heure. Là on est sur, vous voyez, une douzaine de centimètres. 14 cm, je pense que ça commence à être pas mal du tout. Je vous parle du tranchant. Hein. Là c'est un peu particulier, il y a une petite partie ici. Donc pour moi, c'est la taille compte. Quand même, je suis un garçon, c'est pour ça la taille compte. Donc c'est assez important d'avoir un couteau qui soit quand même assez grand pour pouvoir faire certaines tâches. Autre élément important pour moi, c'est le poids. Alors ça, c'est un couteau qui fait environ 260 grammes. Je pense qu'en dessous de 250 grammes, comme par exemple le Mora, qui est un peu plus léger. Vous voyez que la taille est sensiblement la même au niveau du tranchant. L'avantage du poids, c'est que quand on va faire des coupes à la volée, on va avoir beaucoup plus d'inertie, beaucoup plus de force à l'impact. Si j'essaie de faire des coupes à la volée avec ça, je ne vais pas pouvoir le tenir derrière parce que ça va servir quasiment à rien. Je vais devoir le tenir là et rajouter moi-même de la force pour pouvoir couper ce que j'ai envie de couper. Là, l'avantage, c'est d'avoir effectivement des couteaux avec une certaine lourdeur qui vont me permettre d'amplifier mon mouvement. Un peu également comme ce type de couteau, le huile-cire classique, où là vraiment je vais avoir de la masse. Donc est-ce que je pratique la coupe à la volée ou pas? C'est quand même quelque chose qu'on fait, je trouve, assez régulièrement dans cet usage. Si c'est pour récolter des petites branches, etc. Si ça va être pour se faire de la place sur le camp, c'est toujours intéressant d'avoir un grand couteau. Un grand couteau va me permettre également aussi de faire ce qu'on appelle le bâtonnage. Alors évidemment c'est pas l'élément le plus pertinent pour faire du bâtonnage. Ça marche très bien, hein, forcément c'est vraiment fait pour. Également une scie, ça a l'air con mais ça c'est super pratique, on s'use beaucoup moins, etc. Donc c'est pertinent, mais en tout cas avec un couteau comme ça à plat de semelle très large, je vais pouvoir taper dessus sans me poser de questions. Je vais pouvoir surtout taper sur toute la longueur de la lame, ce qui est un peu, on va pouvoir le faire ici, mais ici la construction est un peu différente puisqu'on a ici une soie. C'est-à-dire que là, la lame se réduit et l'acier va arriver à peu près jusqu'ici. Donc on va avoir cet élément qui est noyé ici dans la masse. Donc quand on va frapper, on va venir frapper généralement ici. On va éviter d'aller frapper là derrière quand on est sur des phases de bâtonnage pour éviter d'abîmer le couteau, de faire un bras de levier trop important. Donc c'est pour ça que je préfère moi tout de même les couteaux à plat de semelle où je vois où je tape. Et je vais pouvoir taper sans me poser de questions. Le transport va être une donnée aussi importante.
Je vous parle pas encore de l'étui, ça sera un peu plus tard, mais le transport évidemment, un couteau comme ça est assez grand, donc est-ce que je vais le placer dans mon sac, est-ce que je vais le transporter sur moi, est-ce que le poids c'est un élément important parce que finalement je pars, je vais faire un trek assez long, j'ai pas envie de me trimballer 100 grammes en plus, je vais plutôt m'orienter sur quelque chose d'un peu plus léger parce que finalement je vais pouvoir quand même faire toutes les tâches que j'ai envie de faire avec ça et ça va peut-être me suffire. Moi, voilà, j'aime bien avoir du poids dans mes couteaux, donc c'est pour ça que je suis un peu plus sur ce type d'éléments. Donc posez-vous la question, quelles sont les tâches à accomplir. Ça peut être aussi tout ce qui est tâches un petit peu plus des détails. Ça va être de la sculpture, etc. Ça va être faire des copeaux. Ça va être évidemment peut-être se préparer de la nourriture. Moi, je préfère avoir un second couteau inox pour ce type de tâches et d'avoir un outil principal pour préparer mon bois, mon abri, etc. Le choix de l'acier, alors là, grosse question à chaque fois. Vous avez vu, vous êtes noyé sur un tas d'acier. Alors faites-vous 2 grosses familles, ça va être beaucoup plus simple. On va avoir ce qu'on appelle les lames inoxydables. Donc il y en a de toutes sortes, hein, c'est marqué dessus, lame inox. Alors vous avez de tout, hein, je vais vous en citer certaines. Les aciers 440, on en entend parler depuis des années. Les aciers 440, les aciers 420, les VG10 qui sont un peu plus chers, les S30V, etc. Les N690C, ça c'est des aciers inoxydables. Alors l'avantage de l'acier inoxydable évidemment, c'est qu'on va être sur un acier qui ne va pas s'oxyder, donc l'entretien sera un peu plus facile que sur une lame en carbone comme celle-ci. Donc les aciers carbone, on a des SK5, des 1095, des 1075, en tout cas c'est généralement à chaque fois noté lame carbone. La lame carbone, l'avantage c'est que souvent ça s'affûte beaucoup plus facilement, mais c'est très sensible à la corrosion. Moi ici dans mon environnement, le problème c'est que j'utilise ça sur du bois un peu vert. Il va tout de suite marquer. Quand je vais être évidemment dans des lieux humides, même pendant une journée ou deux, quand je vais revenir au niveau de la réintégration, je vais devoir entièrement nettoyer, passer de la pâte à polir, parfois même un petit papier de verre pour enlever l'oxydation, etc. Donc ça demande beaucoup d'entretien. Donc ce que je vous conseille, c'est de prendre des lames. Si c'est des lames au carbone, ou là l'exemple c'est du D2, donc c'est un peu moitié-moitié, c'est un peu particulier, mais en tout cas les prendre avec ce qu'on appelle un coating, une protection. C'est également pour ça que j'ai choisi Somora Black Bushcraft, parce qu'on est sur un acier carbone, c'est marqué dessus, qui coupe très bien, je vous le rappelle, et qui permet de protéger vraiment très correctement la lame, justement de la corrosion. Alors il y en a certains qui marchent plus ou moins bien. Je vous l'ai pas sorti, mais le Ka-Bar par exemple, le Ka-Bar c'est un coating qui ne tient absolument pas. Vous faites 2 bâtonnages et ça part. Certains autres coatings tiennent très bien, comme celui-ci. Sur le Boker, ici sur le Sima, enfin il y a certaines marques qui se distinguent par rapport à ça. Donc si vous prenez un acier carbone, je vous conseille vraiment de prendre un coating dessus. C'est vrai que ça lui donne un look un petit peu différent. C'est sympa d'avoir un couteau ici qui brille un peu, hein, si on veut se faire des signaux comme ça quand on est perdu, machin. Mais voilà, je vous conseille vraiment d'utiliser ce type de choses. Donc les aciers carbone, je vous disais, sont plus faciles à aiguiser. Certains aciers, comme des aciers qui sont très durs, comme est-ce que j'ai un exemple là, enfin ça, vous n'allez pas le voir, mais un couteau d'artisan que je vais vous présenter aussi dans une vidéo, mais ça c'est du N690C. C'est un acier qui est très long à aiguiser. Donc ce que je vous conseille, quel que soit votre choix, c'est d'entretenir le plus régulièrement votre lame. Ça veut dire que même si vous avez un couteau qui va tenir très bien le tranchant, je vous conseille d'avoir sur vous, alors il y a pas mal de vidéos, notamment je repense à celle de fans de couteaux où ils expliquent, moi j'en ai posté une aussi, il y a par exemple les barres céramiques qui sont certes fragiles, donc transportablement, transport un peu difficile. Il existe tout ce qui est système diamanté, ce qui permet d'entretenir le plus régulièrement la lame. Plus j'entretiens mon tranchant, moins j'aurai à bosser dessus après. Ça veut dire que je préfère le faire régulièrement plutôt que d'attendre que ma lame soit complètement émoussée, et là ça va être un travail qui sera beaucoup plus long, et sur certains aciers comme celui que je vous ai présenté, c'est très long et vite pénible.
L'ergonomie, alors ça a l'air tout bête, alors c'est vrai que c'est beaucoup plus facile, je vous le dis à chaque fois, si je vais dans une armurerie, si je peux prendre le couteau en main, je vais pouvoir me rendre compte de l'ergonomie, etc. C'est un couteau que je vous ai présenté aussi de chez Cool Steel, qui m'a épaté par rapport aux tenues du tranchant. C'est quelque chose qui est pas très cher, qui peut être comparé à un Mora très facilement, puisque c'est dans les mêmes gammes de prix. C'est quelque chose d'assez fiable aussi, j'ai bien aimé. En tout cas, la prise en main, elle est hyper importante. Alors moi, j'utilise évidemment mon couteau avec plusieurs prises de main, on va dire tout ce qui est ici prise de main classique pour des coupes un petit peu forcées, ce qu'on appelle les prises de main à l'extrémité. Là, ça va plus servir à tout ce qui est coupe à la volée. Donc là, on a plutôt intérêt d'avoir quand même pas mal de matériaux là. Avoir en plus un petit trou, ça c'est important parce que ça va me permettre de venir ici mettre une dragonne et sécuriser mon couteau pour éviter de le lâcher pour blesser quelqu'un ou me blesser moi. Certains n'en possèdent pas. Donc ça c'est peut-être des petites choses auxquelles il faut penser. Maintenant, si je vous donne l'exemple du Mora, c'est quelque chose avec lequel je ne veux pas forcément faire de coupe à la volée, donc ça n'a pas vraiment lieu d'être. On pourrait, je pense, percer très facilement et en refaire une, c'est pas gênant, mais en tout cas généralement vous verrez que sur des gros couteaux vous aurez ça. Alors ce que je vous parlais de la prise en main, on va parler d'ailleurs de ce petit élément ici. Ici, ce petit élément va me permettre de rapprocher mon doigt ici et pouvoir venir travailler de manière un peu plus proche ici. Si je veux faire des coupes un petit peu plus précises, je vais pouvoir me rapprocher un petit peu avec ça. Alors ça a cet avantage, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. La petite chose, c'est quand je vais faire des coupes vraiment en force comme ça, imaginons que je veux faire des copeaux, plus je vais être éloigné de mon point, plus je vais avoir ce qu'on appelle un bras de levier. Donc je vais être obligé de corriger en plus en envoyant une force dans ce sens. Je ne sais pas si je me fais très bien comprendre. Donc là, je vais avoir forcément cette partie vide. Je vais devoir attaquer ici et je vais commencer à avoir un tout petit bras de levier. Ce que je ne vais pas avoir, ou beaucoup moins sur un couteau comme ça, puisque mon bras de levier sera très proche du tranchant. Seconde chose aussi, c'est quand un tranchant ici est très proche on va dire de l'axe du couteau, ça va être beaucoup plus facile de faire ce genre de travail que si je me retrouve avec un couteau un peu ici, où là évidemment je vais avoir mon axe ici, mon tranchant qui sera là, et je vais avoir un petit bras de levier encore un peu supplémentaire. Je vous dis ça pourquoi, parce que j'avais l'exemple d'une fille qui était avec nous sur le campement et on lui a fait essayer plusieurs couteaux, et elle a trouvé beaucoup plus de facilité à travailler qu'un Mora, simplement parce que vous voyez que ici le tranchant est vraiment près de l'axe du couteau, et comme je vous le disais, c'est extrêmement tranchant. Donc ça peut être aussi une donnée importante si vous n'avez pas des grosses poignes, etc. Ou si pourquoi pas vous êtes une femme, de trouver un couteau qui a quand même un axe, enfin un tranchant qui est axé assez proche enfin le tranchant soit assez proche de l'axe. Maintenant, petit élément aussi à prendre en compte, c'est aussi parfois la taille, la largeur, la hauteur du couteau, pardon. La hauteur, ça va me permettre quoi? Ça va me permettre, si je fais des coupes à plat, c'est-à-dire que je vais poser mon couteau, je vais venir ici frapper dessus, etc. Là, c'est un élément qui est assez grand, donc je ne vais pas être gêné pour frapper. Je vais pouvoir enfoncer bien la lame facilement et recommencer, etc. Quand je vais avoir une lame un peu plus fine et un peu plus courte, comme ça, ça va être ce genre de choses qui va être un peu plus délicat, parce que je vais avoir beaucoup moins de place pour venir frapper et je vais devoir m'y reprendre beaucoup plus de fois qu'avec une lame qui est un petit peu plus grosse. Alors on voit bien ici la différence de taille. On est d'accord, se trimballer ça ou ça, c'est complètement différent. Donc ça également peut-être à prendre en compte. C'est suivant toujours ce que vous allez vouloir faire avec. Si j'ai besoin d'un couteau qui soit vraiment massif, ou si finalement je vais dans un endroit, je sais que je vais dans certains éléments, ça va me suffire, parce que je ne vais pas faire de grosses coupes, je ne vais pas faire du bâtonnage, etc. J'ai finalement mon réchaud, donc pourquoi pas emmener pour cette rando, ça va suffire largement. Si on n'a pas toute cette gamme de choix et qu'on cherche un seul couteau, c'est les autres questions qu'il faut se poser évidemment. Je vous montre aussi ce genre de choses. Alors ça c'est encore un wheel steer, je vous referai une vidéo sur le terrain avec, parce que c'est vraiment un bon couteau. Les wheel steers généralement sont vraiment des bons couteaux, moi j'adore. Certaines gammes, enfin certains modèles j'aime moins, mais en tout cas voilà, ça c'est un couteau, vous voyez, qui est encore un peu plus petit.
Donc moi qui va me servir généralement de second couteau. Second couteau, je vous ai dit, je pars à peu près avec, alors vous connaissez, hein, j'ai un minimum de 3, ça veut dire un outil principal, un second couteau pour faire les tâches un petit peu plus fines, que ce soit de la gravure, que ce soit des copeaux, que ce soit des petites ouvertures de paquets, etc., des petites coupes, de la paracorde, etc., ça va me suffire, et un autre couteau à usage alimentaire. Maintenant ça, sur un camp, c'est un peu léger quand même, hein, on est d'accord, hein, je vous parlais de ça sur un camp, entre ça et ça, voilà, encore une fois, comme je vous disais, qui peut le plus, peut le moins. Les matériaux du manche, alors ça revient un petit peu à parler des prises en main. Je vous l'ai dit, hein, il y a plusieurs prises en main qui existent, hein, on verrait, machin. Certains couteaux comme celui-ci, vous avez dit que la prise en main sur certaines prises n'était pas exceptionnelle, comme celle-ci par exemple, où finalement je me retrouve avec très peu de matière ici, donc j'ai pas vraiment de facilité à le tenir. Le 8 steer, la question ne se pose pas parce qu'on a un gros pommeau à l'arrière, et là vraiment je me retrouve avec une super prise en main, et là j'ai vraiment de l'amplitude, de la force, etc. Donc ça c'est assez bien pour ça. Et maintenant ce qui va venir évidemment, qu'est-ce qui va se poser, c'est les matériaux du manche. Alors on a ce qu'on appelle le micarta. Donc c'est des matériaux synthétiques. Alors il y en a de plusieurs couleurs, etc. Ça a l'avantage d'être quasiment indestructible, c'est imputrescible, ça se nettoie assez facilement, on se pose pas de questions, etc. Il y a les poignées en bois. Alors là en plus j'en ai pas à vous présenter, j'en ai forcément, mais j'en ai pas là sur la table. Les poignées en bois, parfois ça demande un petit peu plus d'entretien pour passer un petit coup de ponçage, etc. C'est pas gênant. Ça, l'avantage, les poignées en micarta, c'est que bah voilà, même si on se loupe, on tape dessus, généralement ça casse pas, c'est vraiment quelque chose de très solide. Maintenant c'est pas forcément très beau. Ça je trouve pas ça très joli. Alors ça c'était un couteau que j'ai trouvé occasion, j'aurais peut-être pas pris cette couleur, là ça part un peu vers le orange, c'est un petit peu particulier. Voilà, c'est généralement pas très, on va dire pas très beau. Alors ici il y a des petites nuances, etc. Ça rappelle un petit peu le bois, c'est un peu mieux. Ensuite il y a la texture. La texture, c'est la texture qu'on va retrouver ici. Par exemple, on est sur un manche, ce qu'on appelle un manche en crayeton. C'est un plastique très dur qui a l'avantage d'être un petit peu une matière un peu gomme, et qui a ici plein de petits ergots. Donc ça tient vraiment bien, ça glisse absolument pas. Moi j'utilise généralement tout le temps des gants par mesure de sécurité. Et ça permet de tenir à peu près tous les couteaux sans être gêné. Vous voyez, ça c'est du micarta qui est un peu plus lisse, donc si j'ai les mains un peu humides, si j'ai transpiré, s'il pleut, etc., ça va tenir un peu moins bien. On a ce genre de choses où il y a des stries un peu partout, c'est assez pertinent. On a ce genre de choses aussi chez Mora, où c'est un matériau un peu gomme, qui permet d'avoir une bonne prise en main, même avec les mains humides. Donc ça c'est toujours intéressant. On a également tout ce qui est type les poignées type paracorde, alors plus ou moins grosses. Alors on va pas avoir un confort exceptionnel avec les paracordes, hein, ça c'est une chose. On va effectivement avoir une réserve de cordes, mais qu'on va très bien pouvoir mettre en bracelet plutôt que sur un couteau, ou qu'on va pouvoir mettre éventuellement autour de l'étui. Donc c'est vrai que ça lui donne une esthétique particulière, ça lui donne un très bon grip. Maintenant c'est pas hyper agréable, en tout cas quand on l'utilise à main nue. Ça c'est une chose qu'il faut savoir. Ensuite on a tout ce qui est manche en carbone, en G10, ce genre de choses. On a également les poignées en cuir. Donc le cuir, c'est un matériau qui tient vraiment très bien. Ça demande un peu d'entretien de temps en temps, mais c'est pas gênant, ça donne un look vraiment sympa. Maintenant je continue à vous parler d'ergonomie de manches. Sur les mancherons, alors les mancherons, l'avantage c'est qu'on va pouvoir le tenir à peu près dans n'importe quel sens, c'est pas du tout gênant. La seule chose c'est que parfois sur certaines coupes, si par exemple on fait des coupes à plat, du bâtonnage à plat, ça risque des fois de vriller un petit peu si on ne le tient pas correctement, ce qui est beaucoup moins le cas quand on a des manches un petit peu plus plats ici, qui vont me permettre de pouvoir maintenir le couteau à peu près dans toutes les positions. Généralement c'est assez bien fait, c'est arrondi. Alors il y en a qui, si c'est pas arrondi, c'est beaucoup moins agréable à tenir évidemment. Également on parle d'ergonomie au niveau de ce genre de choses ici. Alors
cette petite partie, ces petits crans, ça va évidemment être fait pour positionner le pouce et éviter de glisser dessus. Alors il y en a de toutes sortes. Il y en a des très gros, il y en a des plus fins. Il y en a ceux-là qui sont assez bien faits, je trouve, qui sont un petit peu comme une petite vague et qui permettent d'avoir une sensation qui fait pas mal. Ça a l'air con ce que je dis, mais souvent quand vous commencez à travailler un petit peu comme ça avec et que vous poussez notamment sur celui-là, vous allez commencer à avoir des petites traces sur les doigts. C'est pas très agréable à utiliser. Donc si je le fais régulièrement, ça a des petites coupes en force. Ça peut être un petit élément gênant, donc vérifiez ça également lors de l'achat de votre couteau. Je vous le conseille à chaque fois quand c'est possible, allez véritablement dans une armurerie, allez les tester, allez les toucher, allez discuter avec l'armurier, même si parfois c'est un poil plus cher que sur internet, vous aurez quand même quelques conseils qui seront pertinents et vous allez pouvoir voir un petit peu si ça correspond à l'ergonomie de vos mains. Si c'est suivant la taille de vos mains, il y a certaines poignées qui ont l'air super ergonomiques et puis finalement à la prise en main le sont moins. Là c'est une poignée qui pour moi est pas complètement parfaite, qui est pas assez épaisse. Elle a quelques petits défauts. J'avais fait une revue sur ce couteau, donc c'est bien mais pas top. On va parler de l'étui. Pour moi c'est vraiment un élément qui est fondamental dans le transport du couteau pour qu'il soit insécurisé et deuxièmement pour le porter. Alors on va avoir différents types de portage pour un couteau. Je vous remontre évidemment l'étui, mon étui pour l'instant favori avec le clip ceinture. On va parler un peu de tout ça. Donc déjà les matériaux, il y en a plusieurs. Il y a ce qu'on appelle le Kydex. Il y a le Securidex, c'est un espèce de plastique, fibre de nylon renforcé, etc. On a évidemment les étuis en cuir et on a les étuis un peu plus simples en pochette plastique. Il y a certains étuis en bois qui existent aussi, mais c'est un petit peu particulier. Quels sont les avantages et les inconvénients? Les étuis en cuir, déjà esthétiquement c'est beaucoup plus sympa. C'est dans l'esprit un petit peu forêt, bushcraft, il y a l'odeur, il y a la texture, ça demande un petit peu d'entretien, c'est généralement assez joli, assez bien fait, comme celui-ci que je vous présente, le Willsteer. Généralement ça tient assez bien, mais beaucoup moins bien évidemment qu'un étui Kydex. Et les étuis cuir ont tendance à garder un petit peu l'humidité, donc c'est un petit peu parfois une surprise quand on a utilisé son couteau qui est humide, qu'on le met à l'intérieur, on risque d'avoir des traces de corrosion. Moi ce que je fais généralement, je vous donne un petit truc, c'est que je mets un peu d'huile d'olive à l'intérieur. Comme ça généralement ça chasse un peu l'eau et mon étui reste quand même assez sec et finalement mon couteau reste un petit peu huilé. Maintenant l'avantage des étuis Kydex, c'est que ça tient extrêmement bien le couteau. Donc le couteau est clippé à l'intérieur, c'est généralement moulé dessus, comme celui-ci par exemple aussi. Hop, le couteau va se mettre à l'intérieur et c'est huilé. Il y en a qui sont plus ou moins bien faits. Pourquoi je vous dis ça? Celui-là par exemple, là, comme le Syma, il a parfois un peu de jeu. Donc si je porte ça à la ceinture, c'est un petit peu chiant à chaque fois que je marche de venir et d'avoir un petit peu ce petit bruit. Certaines personnes ne portent pas le couteau à la ceinture, donc c'est pas dérangeant, enfin c'est moins dérangeant pour eux en tout cas, puisqu'ils vont enlever le clip ceinture. Je pense notamment à un fan de couteau qui lui préfère avoir son couteau dans le sac et ne va pas le porter. Moi généralement je le porte à la ceinture parce que je vais aller récolter du bois, je vais aller le reposer dans mon étui, je vais transporter mon bois, etc. Et j'ai pas envie de le poser, de le faire tomber, de l'oublier, de le chercher. Je sais où il est à chaque fois à ma ceinture. Donc les ports à la ceinture, on va avoir cet élément ici qui va être important. Déjà, on va se rendre compte que suivant les couteaux, ça va être plus ou moins pratique. Je m'explique. Si je le porte à la ceinture, ce qui est important, c'est que le manche ne dépasse pas trop. Imaginez que j'ai ma ceinture à ce niveau-là, qui est un petit peu plus bas que ma hanche. Là, on voit pas forcément. Voilà, imaginez que je suis ici. Je vais pas être gêné dans les mouvements latéraux. C'est-à-dire que ça va pas dépasser énormément. Je vais pas me prendre le couteau dans les côtes. Ça, c'est un élément qui est important. Deuxième chose, c'est ici, souvent, il y a ça qui existe. Donc cette partie ici qui va venir tourner et finalement qui va s'adapter à ce que je vais faire. Donc si je vais m'agenouiller, si je vais m'installer par exemple dans un véhicule, si j'ai besoin de monter et descendre de mon véhicule, je vais pouvoir le garder à la ceinture sans que ce soit un souci. Ici on a l'avantage de pouvoir
le mettre et de l'enlever sans retirer la ceinture, ce qui n'est pas forcément le cas de certains autres étuis comme celui-ci. Celui-ci, je vais être obligé d'enlever la ceinture et de le mettre. Vous voyez encore ici, il y a ce système qui permet d'avoir une petite amplitude. Celui-ci également, ça reste en cuir, mais comme c'est assez large, c'est pas très gênant. Concernant la largeur, quand j'ai une ceinture type normale, quand j'ai des étuis un peu gros comme ça, mon couteau a tendance à faire ça. Et quand je vais venir le retirer de l'étui, ça va d'abord venir en butée, pour ensuite je vais pouvoir uniquement sortir le couteau. Elle a été bizarre cette phrase, on va la refaire. Vous avez dû me comprendre. Là, je vais venir en butée. Et à partir du moment où ça sera embuté, je vais pouvoir sortir le couteau. Donc ça, pour moi, c'est des éléments qui sont importants. Ce genre de petites choses, pour l'extraction, c'est pas franchement facile parce que ça va bouger, ça va pas être super pertinent. Ça me permet de le poser, mais sans plus. Maintenant, il y a l'extraction qui est importante, je trouve. Alors, je vais vous en parler. Je vais aussi vous parler de celui-là pour une chose. L'extraction, c'est pouvoir sortir facilement son couteau. Moi j'aime bien, comme ici, avoir un manche que j'attrape main pleine, j'appelle ça, hop, et de pouvoir directement utiliser le couteau. Je vais être correctement positionné pour utiliser le couteau. Certains autres couteaux, ici comme le Mora par exemple, je vais pouvoir le retirer, donc j'ai très peu de matière pour venir tirer ici le couteau. Je vais venir le tirer là et je vais être obligé de réajuster ma main. Donc si je me fais pas attaquer par un ours, etc., c'est pas super gênant, mais ça peut être une petite chose auquel il faut penser. Voilà, je fais ça et je vais devoir revenir replacer le couteau. Alors c'est un petit détail, mais moi j'aime bien avoir ce type de manche, attraper complètement le manche et avoir directement le couteau en pleine main et pas être embêté. Petit détail encore une fois, mais peut-être qui pour vous peut avoir de l'importance. L'avantage de certains étuis Kydex, comme celui-ci par exemple, c'est qu'on va pouvoir positionner le couteau et le positionner à l'envers par exemple. Ça veut dire que si je veux l'attacher sur une bretelle de sac, sur un breulage, etc., ou sur un gilet, je vais pouvoir inverser le couteau. Là c'est un petit peu particulier parce que c'est un couteau qui est très très grand. Si moi je l'accroche à mon épaule, je vais me retrouver avec ça au niveau de mon nombril, donc c'est pas terrible. Mais quoi qu'il en soit, si vous avez des couteaux qui sont un peu plus courts et que ce genre de port vous intéresse, déjà il faut être sûr que l'étui tienne vraiment correctement comme celui-ci, mais qu'en plus, et ça je vous le conseille fortement, vous ayez un deuxième élément de sûreté, comme ici, un petit clip qui va me permettre d'éviter que le couteau sorte. Si jamais, on ne sait pas, on est en train de courir, etc., on a sauté, alors là je vais vous le faire comme ça, c'est le plus simple. Si jamais ça risquait d'arriver, vous ne perdriez pas votre couteau. Par contre, ça reste assez dangereux parce que si on l'a pas vu, qu'on essaie d'attraper son couteau comme d'habitude, on va se retrouver avec le tranchant directement sur les doigts. Ça, c'est pas terrible. Second exemple que je vous ai montré dans la démo du Syma, là on a un élément qui est un peu perturbant ici, une grosse plaquette qui est assez gênante parce que pour venir attraper ici le couteau, on risque d'attraper la plaquette en même temps, on risque même limite de se blesser, donc c'est pas terrible, on est obligé de venir l'attraper ici. Je trouve que c'est pas très pertinent. Donc c'est vrai que moi j'aime bien avoir des couteaux qui s'agrippent assez facilement. Également pour le ranger, c'est important aussi, puisque là si j'ai ce genre de couteau, j'ai juste à venir ici le placer là, je m'embête pas si ça touche ou pas, une fois qu'il est dans l'axe je le laisse tomber et je remets juste un petit coup pour le sécuriser. Quand on est sur des étuis en cuir, on va devoir faire attention au niveau de l'extraction pour pas venir ici et mettre un angle ici et tirer et à chaque fois couper ça. Et pareil, quand je vais le remettre dedans, je vais être obligé d'être un peu plus minutieux, faire un peu plus attention pour pas risquer de couper le cuir. Il y a ce qu'on appelle aussi les couteaux de cou, les necks. Donc là c'est un petit peu différent puisque ça va être des couteaux qui vont être un peu plus légers, un peu plus petits comme celui-ci par exemple, ou certains Mora qu'on va pouvoir porter autour du cou. Alors moi j'aime moyennement ce type de port parce que finalement je me retrouve avec le couteau qui pendouille et quand je me penche je l'ai toujours un petit peu devant moi, donc je suis pas super fan, mais pourquoi pas. Il y en a aussi qui le portent de cette façon, donc à l'endroit on va dire, simplement suspendu là autour du cou, ça permet de pas chercher son couteau. Moi je suis pas super fan de ça, mais pourquoi pas. Celui-ci, ce que je fais généralement, c'est que je le porte un petit peu comme à la manière d'un holster. Je l'enroule autour de l'épaule et je l'ai finalement sous mon bras et ça me permet de la gripper de la main droite ou de la main gauche et c'est pas du tout gênant. Je vous le montrerai quand je vous ferai la démo de ce couteau de nouveau.
Dernier critère qui est assez important pour le choix d'un couteau, ça va être l'esthétique. Alors pourquoi je vous dis ça? Pour moi c'est un des derniers critères, mais c'est pourtant le premier qu'on va ressentir si on est un peu passionné de couteau ou si enfin, voilà, on cherche un outil, on va flasher sur un outil plus qu'un autre. Ce qui est important, c'est de se freiner et de se reposer les bonnes questions. Quelle va être l'utilisation que je veux en faire? Est-ce que le tarif vaut le coup, etc. Je vais me poser toutes ces questions et ensuite je vais faire mon choix. Moi il m'arrive, et je suis le premier, j'arrive dans une armurerie, je flash sur un truc, je le prends en main, etc. Et je me rends compte que finalement il y a 2-3 petits éléments, je demande à voir l'étui, je me rends compte que finalement il n'est pas si pertinent que ça, qu'il y a un défaut. Alors ils vont tous avoir des défauts, le couteau parfait n'existe pas. Mais il y en a qui s'en rapprochent beaucoup. En tout cas voilà, je vais me retrouver à devoir faire un choix et de me dire finalement oui, l'esthétique est bien, mais il y a ça, mais finalement ce petit détail me dérange pas plus que ça, donc ok, je pars là-dessus. Encore une fois, prenez-le en main, manipulez-le, imaginez-vous ce que vous allez faire avec. Dites-vous, est-ce que finalement il est bien adapté à ma morphologie, est-ce que finalement l'étui il est pertinent, est-ce que finalement oui, je vais l'utiliser mais pas forcément tout le temps, est-ce que ça va être un second couteau, etc. Donc posez-vous les bonnes questions. Voilà, donc j'ai essayé de faire le tour de toutes les questions qu'on me pose généralement. Je me suis fait ma petite fiche pour essayer de vous parler de tout. Il y a certaines choses dont je vous ai pas parlé. On parlait des prises en main, etc. Je vous ai pas forcément parlé de la pointe, donc je fais vite un petit point sur les pointes. C'est que les pointes, on les utilise pas forcément tant que ça. On va les utiliser pour pénétrer, pour couper un paquet de chiffres, ce genre de trucs. Sur le terrain, ça aide pour faire certaines constructions, certains trous, etc. Donc parfois on s'en sert pas forcément. Il y a ce genre de choses qui existent aussi. Voilà, des pointes un petit peu plus comme on va dire comme un ciseau à bois. Et c'est assez pratique quand même. Faut savoir que la pointe, il y a une chose qui est importante, c'est la quantité de matière, donc on va avoir l'épaisseur de la lame, et vous voyez qu'ici ça reste quand même très très épais jusqu'au bout, et ça va nous permettre surtout de taper assez fortement là-dessus sans risquer d'abîmer la pointe. Certains couteaux sont plutôt fins à ce niveau-là. Alors le Mora encore ça va. Hein, on arrive très coupant d'ailleurs. On arrive quand même à faire des choses avec, mais certains couteaux ont une mouture qui remonte assez haute et ont cette tendance à avoir une pointe très fine, donc pour taper dessus c'est peut-être pas si pertinent que ça. Je reviens juste un instant aussi, je sais plus si j'en ai parlé ou pas, des émoutures. Il y a plusieurs émoutures qui existent. Alors en gros il y en a deux principales, hein, prenez pas la tête. Il y a ce qu'on appelle l'émouture plate, donc c'est simple, le couteau est épais et ça va descendre jusqu'au plus court ici. Alors généralement on a une partie qui est plate et ensuite on a un autre tranchant, alors sur lequel je pourrais vous le montrer, ce qui serait pertinent peut-être là-dessus. Là on a une émouture plate, alors est-ce qu'on va voir, voilà. Et ensuite on a un second tranchant, ça permet de gagner un petit peu en résistance et ça permet de faciliter un peu l'affûtage parce qu'on va être sur un second angle et ça va tenir forcément un peu mieux que si on a une émouture complètement plate jusqu'au bout. Là il faudra que ce soit de l'acier très résistant parce qu'on aura forcément moins de matière et ça risque de tenir un peu moins bien. Alors on peut le faire sur certains couteaux, moi notamment je l'ai refait sur le couteau, ce couteau là, où il y avait un second, il y avait un angle de tranchant que j'ai éliminé pour avoir vraiment une émouture complète jusqu'au bout, et du coup je redécouvre un peu ce couteau parce qu'il est encore un peu plus tranchant qu'il ne l'était au départ. Et on a ensuite ce qu'on appelle les émoutures sabre ou scandinave, hein, donc c'est partiel. Je vais vous dire les deux grosses différences, hein. Là on a une émouture, voilà ce qu'on appelle une émouture scandinave, donc là le tranchant il va jusqu'au bout, donc c'est aussi assez facile à aiguiser. Vous irez voir, il y a des revues sur fans de couteaux sur l'aiguisage, il y en a d'autres aussi. Là il suffit de poser et puis de venir aiguiser, c'est pas un souci. Et on a ce type d'émouture qui est un peu le même genre, qui remonte un petit peu, donc on a quand même une matière ici, on a quand même une grande résistance. Et on a ensuite toute cette partie qui est tranchante. Moi la grosse différence que je vois c'est sur le travail du bois. Moi je préfère un petit peu les émoutures de ce type. J'arrive beaucoup mieux à travailler le bois que des émoutures plates. Alors bon après ça se vaut, hein. Voilà, après c'est mon avis à moi, c'est ma sensation à moi. Je trouve également que ce type d'émouture est un peu plus facile, est un peu plus efficace sur tout ce qui est bâtonnage, puisque
parfois les émoutures qui sont un peu plates, suivant l'épaisseur du couteau aussi, le bois a tendance à venir ici presser sur les côtés. C'est comme par exemple, alors ça c'est un exemple parfait, c'est les émoutures complètement plates ici, enfin là l'émouture est très creuse et ici toute cette partie est plate, donc quand je fais du bâtonnage avec ce genre d'outil, je vais vite me retrouver ici avec une prise sandwich et je vais devoir taper très fort, alors que sur ce genre d'émouture, on va avoir le bois qui va s'écarter, une fois qu'il va venir ici, il va venir complètement s'éclater et on va continuer à fendre le bois assez facilement avec ce genre d'émouture ou ce genre d'émouture. Donc ça voilà, c'est des petits détails au niveau de l'émouture, c'est pas hyper important parce que le plus important ça va être le matériau, etc. Encore une fois, entretenez vos couteaux le plus possible au niveau du tranchant, ça sera beaucoup moins galère et je vous conseille vraiment d'aller dans la mesure du possible les prendre en main parce que parfois on a des surprises, on flash sur un truc esthétique et au final on n'est pas si satisfait que ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi ou pourra vous permettre de vous poser les bonnes questions quant au choix d'un couteau. Voilà, je vous dis à très bientôt pour des revues de couteaux, de lampes, etc. Allez, je vous dis bye bye, c'était Chris Jones.